Bonjour et bienvenue au 42e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, on complète la trilogie. Et oui, ça fait déjà 2 fois qu'on vous parle de duel entre le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite fortement à aller réécouter ces 2 épisodes-là. Le premier, on avait fait un duel de guerre épique asymétrique. Donc, on avait War of the Ring contre Star Wars Rebellion. Pour la suite, on est allé plus dans le Dungeon Crawl, donc Imperial Assault contre Journeys in Middle-earth. Et cette fois, on tombe dans les jeux de cartes. Donc, moi, je vais vous parler de War of the Ring, The Card Game. Et moi, je vais vous parler de Star Wars, de Deck Building Game. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, comme on fait d'habitude, on va faire notre retour sur le duel de l'an dernier. Et l'an dernier, Vince, c'était quoi notre thème? C'était le développement urbain. De mon côté, j'avais défendu le jeu Quadropolis. Donc, c'est un jeu où on va chercher des tuiles sur un plateau commun central, puis qu'on construit notre ville. Puis il faut respecter, dans le fond, différentes conditions pour maximiser nos points. Dans le fond, créer des quartiers qui sont soit variés, soit tous semblables pour essayer de connecter des bâtiments similaires. Puis la stratégie vient vraiment du placement de tuiles. Puis on a plusieurs restrictions en le faisant. Fait qu'il faut bien penser à notre affaire pour pouvoir faire le maximum de points. Ouais. C'est un jeu qui est vraiment bien fait, je trouve. C'est une super belle production, là. C'est Days of Wonder, donc du matériel de top qualité. Il y a comme 2 modes de jeu, un mode variant, un mode expert. C'est comme... Ils sont pas tant plus compliqués un que l'autre, mais ça change un peu l'expérience de jeu parce que ça change comment qu'on va acquérir nos tuiles. Donc c'est quasiment comme d'avoir 2 jeux en un. Ouais, ça rajoute comme une petite dimension de plus, là. C'est intéressant. Fait que que tu joues à un ou que tu joues à l'autre, tu sais, c'est... Le défi est similaire, mais un peu différent. Ça fait changement, fait que ça double sa valeur. Ouais. Mais malheureusement, moi j'y ai pas rejoué depuis qu'on a fait le duel. Moi non plus, en fait. En fait, on a rejoué à ton jeu, par contre. Oui, moi j'avais parlé de The Estates, qui est un jeu d'enchères vraiment méchant. Ben, méchant. En fait, c'est très coupe-gorge, là. On est comme des conseillers de ville corrompus qui essayent de se graisser la patte en faisant des nouveaux développements urbains, mais dans le fond, il y a comme 3 rues sur lesquelles on peut travailler. Puis à la fin de la partie, les rues qui sont complètes vont valoir des points positifs aux personnes qui ont construit des buildings dedans, mais des points négatifs pour les rues qui sont incomplètes. Puis ça peut arriver que la fin de la partie se déclenche, puis il n'y a aucune rue qui est complète, puis là, tout le monde perd tous ses points. Oui, mais il va avoir nécessairement une des rues qui sera pas complète. C'est ça. C'est ça, puis à mesure que la partie avance, chaque joueur va être associé à une couleur de cube, de bâtiment. Mais ça se peut aussi que tu sois associé à aucune couleur, puis que là, ton but, ce soit vraiment d'être désagréable avec tout le monde, puis qu'aucune rue se finisse. Fait que t'as vraiment un petit incitatif à être désagréable dans le jeu. Fait que c'est quand même cool. Mais tu peux faire de la coopération aussi, parce que quand t'es investi dans une rue puis quelqu'un d'autre aussi, les deux vous avez intérêt à ce que cette rue-là finisse. Fait que tu peux comme faire de la collusion un peu pour t'assurer qu'elle soit construite. Ouais. Non, c'est bien le fun. Tu peux pas jouer à ce jeu-là avec tout le monde, par contre. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais en même temps, les règles sont super simples, mais la stratégie est quand même compliquée, puis tes premières décisions sont les plus importantes. Fait que c'est comme ta première game, elle peut être rough parce que tu sais pas vraiment ce que tu fais, puis là tu peux réaliser comme 3-4 tours plus tard que t'as fait une grave erreur, puis ta game est quasiment finie. Mais en même temps, il est pas long à jouer, fait que c'est facile de le resetter puis de rejouer tout de suite après. T'sais. Moi, c'est un jeu que j'adore, j'ai rejoué une couple de fois, puis je le proposerais souvent, mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est pas pour tous les publics non plus, fait que c'est pour ça qu'il sort peut-être pas autant souvent que d'autres jeux. Donc voilà pour notre duel de l'an dernier. On va maintenant passer à qu'est-ce qu'on a joué récemment.
Et dernièrement, les deux, on a joué sur Board Game Arena un jeu, mais pas un contre l'autre, mais contre le Non. même adversaire. Ouais, ça a donné que c'était un adversaire assez coriace, fait qu'on a dû combiner nos efforts pour essayer de gagner. Ça a pas full marché, mais c'est pas grave. Non, de mon côté non plus, je n'ai pas gagné beaucoup. Donc salut Martin, puis bravo pour tes prouesses au jeu. On va arrêter de tourner autour du pot. Le jeu, c'est Santorini. Jeu designé par Gord et publié aux éditions Roxley. Donc, dans Santorini, on est des bâtisseurs qui travaillent pour des dieux grecs. Et l'objectif, c'est de construire des tours, des gros bâtiments, puis aller se percher au-dessus de ces bâtiments-là pour louanger nos dieux. Ouais, c'est un jeu quand même assez abstrait, là, style échec, dame et tout ça, mais avec la petite twist que on peut rajouter des pouvoirs asymétriques aux joueurs. Donc, chaque joueur a c'est ça, son pouvoir associé. Les pouvoirs, ça va être souvent des trucs qui vont être liés au déplacement ou à la construction. On a un plateau, dans le fond, qui est un gros quadrillé. On va placer nos deux travailleurs, puis à chaque tour, on va déplacer le travailleur, puis après ça, on va construire. Ça, c'est dans les cas où c'est le cas normal, mais les pouvoirs vont un peu brouiller cette règle-là. Il y en a qui vont pouvoir se déplacer infiniment sur le plateau, il y en a qui vont pouvoir construire 2 fois, il y en a qui vont pouvoir construire 2 fois, mais en ayant certaines restrictions. Il y en a qui vont pouvoir compléter un bâtiment directement, même s'il n'y a pas de fondation assez haute. Il y a beaucoup de pouvoirs variés. Puis l'idée, c'est que il faut pouvoir installer un de nos travailleurs au-dessus d'un building qui a 3 étages. Puis on peut, dans le fond, en se déplaçant, monter les étages, puis se déplacer sur le plateau. Mais on peut pas comme sauter 2 étages, il faut faire un escalier pour pouvoir monter jusqu'en haut. Puis l'adversaire a toujours la réplique, tu sais. Fait que quand t'arrives proche d'un 3e étage, ben il peut arriver à côté, puis là mettre un dôme dessus, puis là on peut plus monter, fait qu'on peut plus aller gagner par là. Puis la partie va se continuer comme ça, généralement jusqu'à ce qu'un des joueurs puisse monter jusqu'au maximum, ou ça peut arriver aussi que si les deux joueurs sont vraiment bons, que tu sois comme pogné dans un coin, puis tu peux plus construire pendant tout à ton tour, puis ça aussi c'est une condition de défaite. Fait que c'est ça, c'est un jeu avec des règles simples, assez très 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 facile à expliquer, mais qui a quand même, c'est ça comme tu disais Sam, il y a une espèce d'esprit d'échec ou de dame, où est-ce que tu sais c'est quand même très stratégique malgré le fait qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'il faut vraiment que tu penses à ton positionnement, il faut que tu te dises OK, je vais me placer ici pour pouvoir bloquer, mais il faut que je me prévoie un chemin pour pouvoir monter. Fait que c'est quand même hautement stratégique pour un jeu assez simple. Ouais, tu peux tendre des pièges à l'adversaire, t'as tout ce petit côté de prévoir plusieurs coups à l'avance. Puis c'est ça, avec les nombreux dieux qu'il y a, ben ça peut rajouter beaucoup de variété, mais le jeu, il marche très bien, même sans ces pouvoirs asymétriques-là. Là, tu peux jouer juste à bouger puis construire, puis c'est un bon jeu quand même. Puis récemment, il a été réimplémenté par Santorini New York. Donc un autre thème, un autre boîte. J'ai pas essayé cette version-là. Mais la version Santorini qui est sortie en 2016, qui était elle aussi une réimplémentation. C'est vraiment un jeu là, de luxe. Là, les morceaux de plastique pour construire tes bâtiments sont gros, sont super beaux, puis il est vraiment bien en physique. Puis la version BGA est super bien faite aussi. Là. T'as comme tout l'effet 3D, tu peux te déplacer comme ta caméra un peu. Là. Tu te sens quasiment comme sur Tabletop Simulator, mais t'es sur BGA. Là. Ouais, non, exactement. Ça m'a surpris qu'il y ait eu autant d'efforts mis dans l'interface graphique du jeu. Ça rend le jeu intéressant. C'est plus facile de visualiser comment tu peux te déplacer que si ça avait été juste des carrés avec des chiffres dessus pour dire il était rendu à quel étage. Tu sais. Ouais, non, exactement. Good. Donc voilà pour Santorini. Aussi récemment, si vous écoutez le podcast Un Board Game Presque Parfait, vous savez que moi et Vince on est allé chez LP, donc sur Planète Kickstarter, pour essayer le jeu Too Many Bones, qui est un jeu designé par Josh et Adam Carson et publié chez Chip Theory Games. Donc Chip Theory Games, pour ceux qui connaissent pas cet éditeur-là, c'est vraiment leur marque de commerce, c'est de faire des jeux composantes de luxe
en plastique, pas de papier, pas de carton. C'est vraiment des jeux très chers, mais très bien produits. C'est Ouais. c'est du matériel de top qualité, c'est super beau, c'est vraiment là dans celui-là, ils appellent ça un dice crafting RPG, donc un genre Un de jeu jeu de de rôle. rôle où on construit notre personnage avec des dés en fait. Donc on a comme 4 dés qui vont booster les stats de base de notre personnage, là, que ce soit sa santé, Sa dextérité, Mm. sa force d'attaque, sa force de défense. Puis ces dés-là, on va pouvoir les améliorer, mais en plus de ça, chaque personnage est complètement unique, a ses propres dés qui lui sont spécifiques, puis qui ont tous des effets différents. Puis Ouais. les personnages varient vraiment énormément d'un à l'autre, puis on peut pas s'échanger les dés, là, c'est vraiment chaque set de dés spécifique à un bonhomme. C'est ça, puis comme chacun a comme son espèce de d'arbre de compétences là pour ceux qui ont joué au jeu style Diablo, ces trucs-là. T'as des compétences qu'il faut que tu ailles chercher en premier pour en débloquer d'autres, puis là, mais c'est pas tout le temps linéaire non plus. Des fois, tu peux passer par plusieurs chemins pour te rendre un dé que t'as besoin, puis ça a l'air complexe d'une même, mais quand tu reçois ton tableau de joueur, si tu veux, là, mais c'est pas c'est un genre de tapis en néoprène avec Les trous. des trous pour aller mettre les dés. Puis là, entre les trous, tu vois qu'il y a des flèches de couleur, fait que tu sais que t'as besoin de tel dé là pour aller débarrer l'autre. Fait que tu sais, visuellement c'est facile de voir comment tu peux monter ton personnage. Puis là, dans le fond, c'est comme une mini campagne. Chaque partie, il va avoir une suite d'événements qui vont se produire. On va piocher des cartes événements. Puis il y a de ces événements-là qui vont juste être des choix qui vont être demandés aux personnages. Puis il y en a d'autres qui vont être vraiment des combats. Où là, on va avoir un autre plateau, un plateau central, où là, les joueurs puis les méchants vont être positionnés. Puis, dans le fond, faut gagner le combat. Il faut qu'au moins un des joueurs survive, puis qu'on ait éliminé tous les méchants. C'est ça. Puis chaque unité, si on veut, est représentée par une tour de jetons de poker qui représente les points de vie, puis par-dessus on rajoute le jeton de notre personnage ou le jeton de monstre qu'on va affronter. Puis comme tu dis là, c'est des combats tactiques, puis là on va se déplacer, utiliser nos habiletés pour essayer d'attaquer les méchants. Les méchants ont beaucoup d'habiletés différentes qu'ils peuvent avoir aussi. Là, on a beaucoup de mots-clés qu'on vient rapidement à connaître, puis là, on sait que tel méchant quand il m'attaque, il m'empoisonne, ou celui-là, il peut bouger avant d'attaquer, ou celui-là, il attaque à distance. Tu sais, un paquet de petites habiletés qui peuvent se combiner de façon différente, puis qui nous donnent un puzzle différent à chaque combat. Là, même si on refait la même mini-campagne, si on veut, dans le fond, au début, on choisit un boss qui va nous dire quel type d'ennemi on pourrait potentiellement rencontrer, mais à chaque encounter, on va mélanger un gros stack de jetons de méchants, puis on va aller piger là-dedans, puis ça va nous créer comme des combinaisons différentes à chaque fois. Là. Ouais, c'est vraiment hautement stratégique là. Quand on regarde, en tout cas moi, quand je regardais le plateau de jeu à la base, je me disais, Nya, c'est comme juste un plateau 4x4. Tu dis, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de cool là-dedans, mais finalement, c'est tellement stratégique du fait des habilités des méchants, des idées que toi t'as acheté, qu'il y a vraiment t'es engagé dans le combat, puis c'est un bon casse-tête en équipe, je trouve. C'est pas un petit jeu coop facile, même s'il y a l'air de rien avec son plateau, puis qu'il y a pas des mini monstrueuses partout. Non, c'est ça. Puis je sais pas si on a été chanceux ou on était bon, mais moi le jeu m'a paru quand même. On a gagné nos 2 parties qu'on a faites. Puis il y a peut-être un combat par partie qu'on a passé proche de perdre. Mais tu sais, les 2 boss, on les a clenchés quand même assez facilement. Là, parce qu'on avait bien monté nos personnages, peut-être. Puis peut-être qu'on a été chanceux un peu aussi, mais mettons que je m'attendais à un petit peu plus difficile que ça a été. Mais on n'a pas joué au niveau de jeu le plus difficile non plus, vu que c'était comme nos 2 premières parties. Ouais, on a joué comme au niveau normal. Ouais, c'est ça. Puis il faut dire qu'on avait un bon professeur, là, LP, il est vraiment bon pour expliquer les jeux. Tu vois qu'il en a expliqué beaucoup, puis il est vraiment bon aussi pour nous laisser jouer. Même si c'est un jeu coop, puis que tu sais, des fois on pourrait faire des
des moves qui sont pas optimaux, ben ils nous laissaient nous casser les dents ensemble, puis en tout Ouais, cas moi j'ai vraiment apprécié l'expérience, là. J'ai trouvé ça a été un bon prof. ouais, c'est quelqu'un qui a pas le problème d'être un alpha player, hein, Non. Sam? En effet. Fait que c'est ça, super cool. Je pense qu'on en dira pas plus parce qu'il y a des grosses chances qu'ils reviennent dans un duel près de chez vous. Oh, foreshadowing. Donc c'était Too Many Bones de Josh et Adam Carlson et Chip Theory Games. Puis merci encore à LP de nous avoir reçus pour essayer ça. Finalement, moi, dernièrement, j'ai joué au jeu Distilled de Dave Beck et Paverson Games. Puis j'ai joué à ça avec... j'ai l'impression qu'on fait full de name dropping aujourd'hui, mais c'est Martin Lauzon de l'atelier du Meeple qui m'a montré ce jeu-là. Puis je sais que Martin nous écoute, donc salut Martin. Puis merci encore pour cette partie de Distilled. Donc c'est un jeu dans lequel les joueurs vont avoir leur distillerie, puis on va produire des spiritueux, donc du whisky, du brandy, de la vodka, ou des fois on n'a pas le choix puis on fait du moonshine. Est-ce qu'ils font du rhum de femme et de la bière de... Ok, non. On peut faire du rhum, puis pour vrai, il y a beaucoup de femmes et de gens de couleur dans les personnages sur les cartes, donc il y a vraiment une belle représentation. Au début de la partie, on reçoit comme 2 personnages, puis ils viennent d'un peu partout dans le monde, puis c'est des vrais gens qui ont parti des vraies distilleries. Comme moi, j'avais un qui est un Canadien qui faisait du rye whisky au Manitoba. Donc c'est lui que j'ai choisi. Le jeu, c'est un peu du engine building, puis de la gestion de ressources, mais il y a une petite partie de pousse ta chance, parce que quand tu brasses de l'alcool, il y a toujours une petite part d'inconnu. C'est un peu comme ça dans la vraie vie aussi. Tu sais, t'as beau essayer de suivre les recettes puis les protocoles, des fois, il y a des variables que tu peux pas contrôler, puis tu sais, tu peux pas, à moins d'être un grand maître, là, c'est difficile d'avoir toujours le même résultat, si on veut. Puis dans le jeu-là, la façon dont ça fonctionne, c'est il y a comme une phase d'achat au début. Fait que là, on va pouvoir aller acquérir des ressources qui vont être les différents sucres qu'on peut mélanger pour faire notre alcool. On peut acquérir de l'eau, on peut acquérir des levures, puis tout ça, c'est comme des ressources de base. Fait qu'il y a comme un espèce de marché basic qui est tout le temps disponible, puis qui a des ingrédients un peu plus cheap, mais qui vont pas nécessairement rapporter beaucoup de points ou d'argent. Puis on a comme un marché commun aussi d'équipements, d'amélioration puis d'ingrédients plus premium si on veut. Donc au lieu d'être comme des petits sucres de base, ben ça va être comme des céréales de meilleure qualité ou de la bonne canne à sucre ou des fruits plus fancy que genre les restants de ferme qu'on pourrait acquérir dans le marché de base. Mais ces ingrédients-là vont coûter plus cher, mais ils vont aussi augmenter la valeur du produit qu'on peut produire, puis ils vont nous rapporter même des points. Fait qu'on a une phase d'achat, là, ça tourne, à ton tour, tu peux acheter une affaire, là, après ça passe au prochain joueur, ça revient à toi, tu regardes qu'est-ce qui a été pris, puis là, tu dépenses ton argent, tu fais tes affaires. Puis après ça, on a notre phase de brassage et de distillation. Puis là, il faut ajouter de l'eau, de la levure et au moins un sucre. Puis là, après, pour chaque carte de sucre qu'on a ajouté à notre recette, on peut en mettre, faut en avoir minimum une, mais on peut en mettre autant qu'on veut. Puis pourquoi on ferait ça? C'est que c'est ça. Pour chaque sucre qu'on a ajouté, on va ajouter des cartes d'alcool à notre soupe d'ingrédients, si on veut. On mélange tout ça, puis là, pour ceux qui connaissent le principe de distillation, dans le fond, c'est qu'on va comme faire bouillir ou chauffer nos trucs à des certaines températures, puis là, on va recueillir l'alcool qui s'évapore, mais on peut pas prendre la première puis la dernière partie de ça parce que c'est pas d'aussi bonne qualité. C'est comme ça que ça marche dans la vraie vie. Puis dans le jeu, ils ont comme voulu implémenter ça de façon à ce que tu brasses tous tes ingrédients puis tu jettes la première puis la dernière carte du paquet. Fait que là, ça c'est des cartes que tu pourras pas utiliser pour vendre ton alcool, pour le produire, mais au moins tu les perds pas, ils vont retourner dans ta réserve d'ingrédients disponibles. Automatiquement, ça fait plus ou moins de sens, mais mécaniquement, ça fait que tu perds pas tout. Puis là, après, tu vas regarder quel sucre qui te reste dans ton mélange. Puis là, dépendamment des sucres qui sont là, ben, tu vas pouvoir
remplir les conditions de certaines recettes. Donc, pour avoir du moonshine, peu importe qu'est-ce qui te reste, ça fait du moonshine, mais tu sais, si maintenant tu veux faire un whisky, ben faut qu'il te reste au moins 2 sucres de céréales, puis pas d'autres sucres de fruits ou de plantes. Puis là, chaque joueur va avoir le même tableau de recettes différentes. Au début de la partie, on peut juste faire du moonshine puis de la vodka, puis là, pendant la phase d'achat, en fait, on peut aller acheter des recettes avec l'argent qu'on a fait pour être capable de produire autre chose, qui va se vendre plus cher puis qui va avoir plus de points. Tu me parlais un peu plus tôt que tu as aussi une espèce de mécanique de vieillissement. Fait qu'il y a certains alcools qu'il faut que tu prépares, mais que tu vendras pas tout de suite. Fait qu'il faut que tu aies un peu le temps faut que la partie dure assez longtemps pour pouvoir les vendre. Ouais, c'est ça. Dans le fond, il va y avoir 8 rondes à la partie. Puis les alcools qui sont vieillis, c'est que tu ne pourras pas les vendre immédiatement. Tu vas les mettre dans un baril que tu t'es acheté avant. Puis il y a certains que tu peux pas maturer, comme les gins ou les vodkas. Donc c'est pour ceux qui connaissent le milieu un peu, ça fait vraiment beaucoup. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Fait que c'est comme ça que ça se passe dans le jeu. Puis c'est cool pour ça. Puis à tous les tours que tu fais vieillir ton alcool, dans le fond, tu vas aller rajouter une carte de saveur ajoutée par le vieillissement, si tu veux. Fait que là, on a comme un gros deck de cartes. Puis dessus, il va y avoir différentes saveurs comme tu sais, de la vanille, du caramel, du bois, tout ça, mais t'as aussi genre des pneus, Ouais, parce que tu peux avoir des mauvais effets de vieillissement. ouais, c'est ça, de la paille mouillée, tout ça. Puis fait que sur ces cartes-là, il va y avoir comme la saveur qui est ajoutée, puis un petit flavor text justement de comme vraiment quelque chose que tu pourrais entendre dans une dégustation de spiritueux. Comme, me semble que ce whisky goûte un peu le chien mouillé. C'est un peu plus fancy que ça, mais oui, c'est à peu près ça. C'est une vraie saveur, hein. Ils disent en anglais, c'est fainty. Ouais, mais comme, en tout cas, ça sonne un peu plus snob. Pas Ouais. snob, mais comme fancy, là. Tu sais, un choix un peu plus, un choix de mots un peu plus, ouais. Ouais, c'est ça. Mieux que moi. Fait que c'est ça va rajouter ça. Puis là, plus on attend, plus on rajoute de cartes de saveur, donc plus notre truc va se vendre plus ou moins cher. Ça, on le sait pas, ça va dépendre des cartes qu'on pige, puis on les regarde pas, mais on sait que pour X nombre de cartes de saveurs ajoutées, ça va valoir X nombre de points. Fait que tu peux attendre vraiment longtemps avant de les vendre, puis là, tu vas faire vraiment beaucoup plus de points. Mais en même temps, c'est que tu vas être beaucoup de tôt à avoir moins d'argent, fait que tu vas pouvoir acheter moins d'ingrédients, faire moins de recettes. Fait qu'il y a toutes ces petites considérations-là que t'as à prendre en compte, là, soit que tu fais des alcools qui se vendent plus rapidement, mais qui valent un peu moins de points, mais là, tu peux en faire plus. Chaque personne a comme son personnage, qui a comme sa recette spéciale, puis elle va pouvoir la faire une fois pendant la partie, puis là, elle va avoir vraiment beaucoup de points, mais il faut que tu aies vraiment des ingrédients particuliers dedans. T'as comme ton ingrédient signature que tu possèdes pas en début de partie, mais que tu vas pouvoir les débloquer avec des bonus, parce qu'à chaque fois que tu vends un produit, tu vas prendre une étiquette, puis ça va te débloquer un bonus. Puis ce pool d'étiquettes-là est commun. Donc si tout le monde se lance dans la vodka, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu fasses la vodka, tu vas quand même être capable de la vendre, mettons, puis de prendre l'argent puis les points, mais tu pourras pas aller chercher le bonus avec parce que tu n'auras pas l'étiquette. Puis les bonus sont quand même vraiment importants. Là. Tu peux toujours aller te chercher des points avec ça, ou tu peux aller te chercher comme des équipements gratuits, des ingrédients gratuits, des améliorations, ton ingrédient signature, un peu d'argent, parce que bon, en début de partie, ça peut être bon parce que t'as pas beaucoup d'argent, tu fais de l'alcool de moins bonne qualité, fait que tu le vends moins cher, tu fais moins de points, puis là, tu sais ça. Au fur et à mesure que la partie avance, ton engin se build, tu fais des drinks de plus en plus pas des drinks, mais des spiritueux de plus en plus fancy qui vont avoir plus de points, mais qui vont te demander plus d'ingrédients pis tout ça, mais t'as la machine pour aller les chercher pis tout ça, puis à la fin de la partie, ben celui qui a accumulé le plus de points devient la distillerie la plus prestigieuse, puis l'emporte. Donc c'est ça. Mécaniquement, tout marche bien. C'est pas rien de hyper révolutionnaire, là. Puis peut-être que le petit côté pousse ta chance de quand tu mélanges tes ingrédients, ça se peut que t'en perdes. Va peut-être déplaire à certains.
hardcore joueurs d'euro là que faut que tout soit déterminé d'avance puis que qui sont allergiques au hasard là, mais tu sais il y a moyen de mitiger ce hasard-là en mettant plus de choses dans ton mélange, mais là c'est un peu moins efficace. Fait que c'est à toi à gérer tes risques pis tes décisions. Puis je trouve que c'est un beau jeu d'introduction pour quelqu'un qui connaît bien le thème. Parce que je n'ai pas parlé, mais avant de vendre, faut que t'embouteilles. Fait que là, quand tu mets dans une bouteille, ça rajoute de la valeur à ton truc, mais il y a beaucoup de bouteilles qui vont rajouter des valeurs de plus s'ils ont des conditions particulières, comme par exemple, tu peux t'acheter des pots maçons, pis si c'est du moonshine qui est dedans, ben tu peux la vendre plus cher, ou t'as des bouteilles de plastique que tu vas vendre plus cher, mais que tu vas perdre des points parce que ça fait pas très prestigieux de vendre des spiritueux dans des bouteilles de plastique. Tu peux t'acheter des améliorations comme genre un drone pour aller copier l'amélioration du voisin. Fait que même si la thématique, c'est ça, c'est sérieux, ils ont rajouté des trucs plus légers dans le mix pour faire un bon mélange. Est-ce que ça distillait le plaisir? Ouais, moi j'ai bien aimé, je rejouerais sans hésitation là. Moi, je joue à 5 par contre, j'ai trouvé que la partie était un petit peu longue. Je pense que 3-4 c'est probablement plus le sweet spot. C'était Distilled de Dave Beck et Paverson Games. Donc, on arrive maintenant à notre événement principal. C'est pourquoi vous êtes là. Le duel Star Wars contre le Seigneur des Anneaux. Épisode 3. Le retour du roi Jedi. Donc, je te laisse ouvrir les hostilités. De mon côté, je vais défendre le jeu Star Wars de Deck Building Game qui est sorti cette année. Il a été designé par Caleb Grace et publié par Fantasy Flight Games. Donc, comme dans tous les jeux de Star Wars qui se passent à l'époque de la Rébellion, il y a une rébellion contre l'Empire qui est en cours. Les rebelles veulent essayer de supplanter Darth Vader et son empire qui martyrise l'ensemble de la galaxie. Et l'Empire, ben lui, il veut tout simplement maintenir l'ordre en place et éliminer ces salopards de rebelles. Donc, le jeu est un deck building assez classique, donc chacun a sa faction. On commence avec un deck de cartes qui est similaire, puis à mesure que la partie va avancer, on va acheter des nouvelles cartes, on va améliorer notre deck, puis comme ça, on va faire des combos de plus en plus puissants, puis on va faire de plus en plus mal à notre adversaire. Dans ce cas-ci, l'objectif, ça va être de détruire 3 bases de notre opposant. Les bases sont représentées par des planètes. Chaque planète va avoir un nombre de points de vie différents, puis ils vont avoir une habilité particulière, ce qui peut avoir un gros impact sur la partie. Ça ressemble beaucoup à Star Realms, ou Hero Realms de base. T'accumules de l'argent puis des ressources d'attaque avec tes cartes, puis tes dépenses pour t'acheter une nouvelle carte puis taper sur l'adversaire. Exact. Il y a quand même beaucoup de similarités. Là. Les gens vont se retrouver si vous connaissez Hero Realms ou Star Realms. Une des twists, par contre, par rapport à ça, c'est que dans le marché de cartes, on a 6 cartes qui sont disponibles, puis on est limité à acheter certaines cartes. En fond, les rebelles peuvent pas acheter des cartes de l'Empire. L'Empire peut pas acheter celles des rebelles. Puis on a des cartes nerds qui sont un peu plus des mercenaires, des chasseurs de primes, puis tout ça. Mais même si on peut pas acheter les cartes de l'autre équipe, on peut quand même interagir avec ces cartes-là, soit en les sabotant, en étant les rebelles, soit en engageant des chasseurs de primes du côté de l'Empire. Fait que là, on peut envoyer des cartes pour qu'ils tabassent les cartes de l'opposant, puis ça les enlève du marché, puis ça nous donne aussi des récompenses. Fait que c'est quand même un truc intéressant, parce que quand on va commettre, dans le fond, des cartes à attaquer, on peut décider de dire que c'est peut-être plus safe d'attaquer la grosse carte au milieu, parce qu'on veut pas que le rebelle achète Luke Skywalker parce que il va faire mal. Quand je vais attaquer Luke Skywalker au lieu d'attaquer la base rebelle. Fait que c'est une petite twist quand même intéressante qui est ajoutée au jeu. Ouais, c'est sa grosse nouveauté, je trouve. Ouais. Une autre différence, c'est qu'on a une espèce de piste de la force. Donc la force va être soit du côté de l'Empire, soit du côté des rebelles. Elle va commencer au début de la partie complètement
au niveau des rebelles. Puis d'avoir la force avec soi, ça va faire que certaines cartes vont avoir des habilités supplémentaires qu'on va pouvoir activer quand on va les jouer. Aussi, quand la force est complètement de notre côté, on va gagner une ressource supplémentaire pour acheter des cartes. Ça peut faire une différence justement dans la partie. Ouais, surtout en début de partie, quand on n'a pas un gros engin économique, la petite pièce de plus, elle fait du bien. Exact. Puis en cours de partie, dans le fond, il y a principalement deux types de cartes qu'on peut acheter. On a les cartes plus les cartes normales, j'allais dire, qui peuvent être des cartes qui nous donnent des ressources, des cartes qui nous permettent d'attaquer, des cartes qui vont influencer la force, qui elles, quand on va les jouer, souvent on va pouvoir faire leur habilité et les faire attaquer. Puis on va avoir des cartes qui sont des cartes vaisseaux, qui peuvent servir de ligne de défense pour notre base. Ça, souvent, ces vaisseaux-là vont pouvoir avoir des habilités supplémentaires aussi. T'sais, on en a qui vont générer des ressources partout, il y en a qui vont pouvoir attaquer, il y en a qui vont permettre de réparer notre base. Fait que t'as ces cartes-là aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ouais, puis tu dois absolument les attaquer avant de pouvoir endommager la base rebelle. C'est un peu comme la base rebelle ou la base de l'Empire, en tout cas. La base adverse. Exact. Fait que c'est intéressant des fois de jouer ces cartes-là pour se permettre de survivre un peu plus longtemps si notre opposant a un deck un peu plus agressif. Donc c'est ça, on va au début de notre tour, on va avoir notre main de cartes. On va jouer l'ensemble de ces cartes-là, ou sinon les cartes qu'on jouera pas, ils vont être envoyées à la défausse. On va dédier des cartes à aller attaquer soit la base, soit les cartes au centre. On va exécuter nos attaques, on va jouer des habilités. Il y a pas vraiment de limite, on peut faire toutes les habilités de toutes nos cartes, on peut attaquer avec toutes nos cartes. Puis on va progresser comme ça. Quand on achète des cartes, on les met dans la défausse, c'est classique. C'est ça. On réinvente pas le deck building, mais on a cette petite twist d'attaquer le marché que je trouve intéressante. Puis l'aspect aussi de pouvoir sélectionner notre base rebelle est aussi intéressant parce que je dis notre base rebelle. Ouais, rebelle ou empire. Là. On voit qu'est-ce qu'on a joué la dernière fois. Ouais, c'est ça. On est un peu influencé là-dedans. Mais dans le fond, ça rajoute aussi une twist intéressante. Parce que, admettons, tu te fais détruire ta base pendant le tour de ton opposant. Tu vas pas tout de suite remplacer ta base. Tu la remplaces seulement au début de ton prochain tour. Fait que ça évite que tu te fasses défaire 3 bases en un tour si jamais l'ennemi a comme trop d'affaires. Puis là, au début de ton tour, quand tu vas choisir ta base, tu sais, t'as une dizaine de cartes qui ont toutes des pouvoirs différents qui peuvent justement t'aider à remettre ta game en place. Fait que, il y en a qui ont des pouvoirs qui vont être plus défensifs, plus offensifs. Il y en a qui vont te permettre d'aller acheter des cartes que normalement t'aurais pas pu aller acheter. Une carte populaire, en tout cas, populaire dans nos parties, c'était la carte qui nous permettait d'aller acheter gratuitement une carte neutre ou de notre faction au milieu du marché, là. Une carte assez intéressante quand t'as Jabba the Hutt ou Luke Skywalker qui est disponible puis que t'es en début de partie. Ouais, parce que non seulement tu l'achètes gratuitement, mais tu la rajoutes pas dans ta défausse, tu la mets dans ta main. Tu peux la jouer immédiatement. Fait que ça te donne un vraiment gros tour. Mais en contrepartie, cette base-là va avoir moins de points de vie que les autres. C'est ça. Fait qu'elle va se faire détruire un peu plus rapidement. Fait que c'est un peu ça, c'est ça. C'est pas un jeu très complexe, mais parce qu'on réinvente pas, c'est ça, le deck building. Mais moi, j'ai trouvé ça pas mal de fun. C'est sûr que je suis un peu vendu Star Wars, fait que c'est venu me chercher par les sentiments. Ouais, puis je trouve la thématique est bien implémentée la plupart du temps. Parce que ma grosse critique du jeu, là, c'est que Jabba the Hutt, il influence la Force, puis il est plus fort quand la Force est de ton côté. Puis Jabba, c'est pas un Jedi, c'est pas un Sith, c'est pas un Force user. Il devrait pas influencer la Force. Ouais, là, ça, c'était plus 0 sur 10, c'est un mauvais jeu. Ça, c'était plus un choix thématique parce que chaque faction a comme sa grosse carte, puis Jabba, c'est la grosse carte neutre. Ouais, mais elle répète grosse puis avoir des effets cool, mais pas toucher à la Force, tu sais. Ouais, c'est sûr que Jabba, Jedi Jabba ou Jabba le Sith, c'est un peu... ça sort un peu des règles de l'univers, là, mais bon. Mais ça, d'un autre côté, t'as Darth Vader qui gagne vraiment beaucoup plus d'attaques quand la Force est de ton bord. Ça fait du sens, tu sais.
Ouais, Chewie qui te permet de jouer de piger une autre carte quand t'as déjà un héros qui est en jeu. Fait que tu sais, c'est comme ton sidekick qui ramène quelque chose avec lui. Ouais, t'as Cassian Endor qui est bon pour éliminer les cartes ennemies dans le marché. Vu que c'est un assassin, tu sais, il y a quand même des mécaniques qui veulent rester avec la thématique. C'est sûr que c'est pas tout ultra Parfait. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'est bien fait. Ouais. Moi, je dirais, tu sais, si vous avez déjà 25 jeux de building dans votre collection, puis que vous en voulez un 26e, tu sais, il est bon, mais tu sais, c'est pas lui qui va... à moins que vous soyez un gros fan de Star Wars, je pense pas qu'il va en tasser un autre. Non, en effet. Tu sais, c'est ça. Mais, à l'inverse, si vous n'en avez pas beaucoup, que vous êtes plus nouveau dans l'univers du jeu, puis que vous en cherchez un pour commencer, ben, puis que vous aimez Star Wars, go for it, là. Il est bon, il est bien fait, puis tu sais, si vous aimez le thème, vous allez aimer le jeu. Je pense. Ouais, non, exactement. À moins d'haïr le deck building, là, mais... Ouais, ben ça arrive, là. C'est pas tout le monde qui aime ce style de jeu. Mais je pense que ça fait le tour, c'est ça. C'est assez rapide de faire un topo sur ce jeu. C'est un jeu aussi qui joue juste à 2. Il y a moyen de jouer à 4 en ayant 2 copies du jeu, mais j'ai pas essayé. Ouais, c'est une joke, là. Ouais. Ah, vous pouvez jouer à 4 en achetant 2 copies. Come on. Ouais, je sais pas, mais je serais peut-être curieux de l'essayer, mais je sais que tu l'achèteras pas parce que nous autres, souvent, on n'achète pas les jeux en double. Non, c'est ça. Mais Mais je tant verrais... qu'à être 4 joueurs, là, moi, je jouerais plus à War of the Ring, the card game. Oh! Segway! Donc oui, War of the Ring, the card game, qui est le jeu que moi je vais présenter, qui a été designé par Ian Brody et publié par Ares Games. Donc Ian Brody, c'est lui qui avait fait les jeux Quartermaster General, qui étaient des jeux de guerre, mais qui étaient uniquement basés sur des cartes. Donc on joue des cartes pour qui représentent des événements qui sont arrivés pendant la guerre et tout ça. Puis Ares Games, c'est eux qui ont fait le jeu War of the Ring, qu'on a parlé dans notre épisode 4, La guerre des anneaux, un nouvel espoir. Et qu'est-ce qui arrive quand on merge ces deux choses-là ensemble? On a War of the Ring, the card game, où, encore une fois, on va avoir des cartes qui vont représenter des personnages et des événements qui sont vraiment arrivés, qui sont arrivés dans la saga Le Seigneur des Anneaux. Parce que oui, c'est vrai. Ah oui, ben tu sais, tout le monde sait que le Mordor, c'est un pays d'Europe occidentale. Mais bref, on va nous faire revivre les événements de la saga via les cartes. Donc, un peu comme le jeu War of the Ring. D'un côté, on va avoir les Shadow Players, donc les gros méchants orques, Saruman et compagnie. Puis de l'autre côté, on a les peuples libres. Donc, on a un joueur qui va avoir les elfes et les Dunedain, donc le Gondor, et les rôdeurs et tout ça. Puis un autre joueur qui va plus s'occuper des nains, des hobbits, des magiciens et du roi. Des nains. Du nain. Il va peut-être en avoir d'autres dans les expansions futures. Ouais, parce que il y a un nain, c'est Gimli, puis il y a une hache. C'est toutes les... Là, j'ai dit tout le deck nain. Désolé, mais ça m'a trop fait rire. En plus, c'est tu peux juste l'utiliser à une place. Donc c'est ça, on a deux équipes une contre l'autre, puis on va se battre sur comme plusieurs fronts, mais principalement deux aspects. Il y a l'aspect militaire où on a les grandes batailles de la guerre de l'anneau. Puis on a le path ou le chemin, donc qui est comme plus le parcours de Frodon et de la communauté de l'anneau, de la comté jusqu'à à la montagne du destin. Dans le fond, il va falloir un peu splitter nos ressources et notre attention entre ces deux aspects-là. Parce que oui, tu sais, on pourrait décider de se concentrer juste sur un, mais l'autre équipe va peut-être avoir des points faciles de l'autre côté si on fait ça. Puis donc on doit stratégiquement allouer nos ressources à ces deux aspects-là à chaque tour. Puis une des twists, c'est qu'en fait, c'est pas tous les personnages qui peuvent aller à toutes les places.
le jeu essaie de vraiment rester fidèle à l'histoire du jeu. C'est que il va pas y avoir de Balrog qui va aller attaquer fond de compte. Non. Il va vraiment avoir chaque champ de bataille, chaque événement sur le chemin de l'anneau doit respecter un peu la thématique. Fait que sur certaines batailles, ben dans le fond, si les elfes étaient trop loin ou étaient pas engagés, tu peux pas mettre des cartes elfes dans ce combat-là. Ça va juste être les humains. Fait qu'il faut que t'es un peu plié à respecter cette condition-là. Là, vu que c'est un jeu à 4, puis que chaque joueur contrôle des factions différentes, ben chacun a un peu son heure de gloire, tu sais, c'est comme là on est en train de se battre devant Minas Tirith, ben là le Gondor, c'est là qu'il faut que tu joues tes grosses cartes puis que tu y ailles puis que tu te battes puis que tu défendes la ville. Fait que tout le monde puis là pendant ce temps-là, ben ton allié lui il doit un peu plus s'occuper du chemin de l'anneau où il peut essayer De se préparer pour le prochain tour. Ouais. Parce que mécaniquement, comment ça marche, en fait, c'est que au début du round, on va comme révéler une nouvelle bataille au hasard. Puis là, dans le fond, le jeton de premier joueur va se promener d'une équipe à l'autre, d'un tour à l'autre. Puis on révèle toujours une bataille où le premier joueur va être le défendeur. Parce qu'il y a comme deux decks de bataille, là. Une où ce que c'est les peuples libres qui se défendent, puis un autre où ce que c'est les méchants. Les méchants qui sont en défense. Puis après avoir fait ça, on va... Puis là, ça va être complètement au hasard, il y aura pas d'ordre précis. Là. Fait que ça se peut qu'on fasse la grosse bataille de Moranon avant la bataille du gouffre de Helm, par exemple. Puis après ça, après avoir révélé la bataille, on va on va révéler une carte du path. Puis là, le path, lui, par contre, il est gradé de 1 à 9. Fait qu'on a 3 paths pour chaque chiffre. Puis là, tu sais, le 1, ça va être vraiment comme sortir de la comté, puis tout ça. Puis le petit ferry là, à la rivière que j'ai oublié. Mais le Brandevin. C'est ça. Puis ça va aller jusqu'à 9, là, ça va être plus comme Mount Doom, les plaines de Gorgoroth. Les plaines de Gorgoroth, puis je pense qu'il y a comme la tour là où ce que spoiler alert, Frodon a été capturé puis Sam est allé le sauver là. Ouais, Cirith Ungol. C'est ça. Donc c'est ça. Le path, lui, on va le faire dans l'ordre, les batailles plus ou moins. Puis là après, quand c'est notre tour, on peut jouer des cartes ou activer des cartes qui ont déjà été jouées. Mais l'affaire, c'est que quand on joue une carte, on doit toujours en défausser une comme pour payer le coût de la carte. Là. Ça me rappelle beaucoup Marvel Champions. Là. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas d'histoire de ressources pis tout ça. Là. C'est vraiment juste, tu joues une carte, tu jettes une carte. C'est 1 pour 1. C'est ça. Tout le temps. Puis si t'es pas capable de... Mettons que c'est ta dernière carte que tu veux jouer pis que t'as pas d'autres cartes, ben tu peux en forsake une. Là. Le jeu a comme un petit vocabulaire particulier. Là. Défausser, c'est pas défausser, c'est cycler. Fait que tu sais, il y a une petite barrière au début qu'il faut que tu apprennes le langage du jeu, là, mais un coup que tu l'as compris, ça va bien. Là. Fait que si tu veux jouer une carte pis que t'as pas de carte à cycler pour payer, ben tu dois en forsaker une, donc en détruire une qui a déjà été jouée, ou ça peut être la première carte sur le dessus de ton deck. Puis là, t'as pas le droit de la regarder avant. Tu prends la décision, bon ben je détruis une carte, puis ça va être ça, puis ça se peut que tu perdes Sam Gamgee pour tout le reste de la game en faisant ça. Ouais, ou Gandalf. Ça fait très mal. Non, regarde, tu peux pas le perdre comme ça, justement. Le gris, oui, me semble. Ouais, le gris, tu pourrais. Mais pas le blanc. D'ailleurs, anecdote, Vince, ça sentait très mal d'avoir top decké son Gandalf le blanc comme ça, puis de l'avoir perdu inutilement, puis il est passé 3 tours à désespérer, puis là, finalement, moi, je me suis rendu compte, quand il m'est arrivé la même chose avec mon Aragorn, que tu pouvais pas perdre ta carte en la top deckant comme ça, puis que Vince avait juste pas lu sa carte. Ouais, je l'avais juste jeté, puis j'étais juste triste. J'étais bien content de le revoir. C'était assez comique. Fait que c'est ça, on joue nos cartes, puis là, comme Vincent disait un peu plus tôt, quand tu joues tes cartes, tu peux pas nécessairement les envoyer dans n'importe quel champ de bataille ou dans n'importe quel chemin, mais si tu peux pas les envoyer dans une place qui est active en ce moment, tu peux quand même la jouer dans ta réserve pour qu'elle puisse plus tard
aller faire ses actions où est-ce qu'elle a le droit d'aller. Ouais, parce qu'à ton tour, tu peux soit décider de jouer une carte, ou tu peux activer une carte, c'est ça, l'envoyer sur le pad ou sur le champ de bataille à ton tour. Mais, règle qu'on avait oublié la première fois qu'on a joué, c'est que si tu joues une carte dans ta réserve, elle peut pas sortir de là dans le même round. Fait qu'il va falloir régler les batailles qui sont en cours, puis là, après ça, quand on va en remettre des nouvelles, cette carte-là va pouvoir y aller. Fait que t'as comme un petit... T'as une grosse décision à prendre quand même. Tu sais, c'est ça. Parce que des fois, des cartes que tu pourrais jouer sur le pad ou sur la bataille, tu te dis, je vais-tu l'envoyer tout de suite? Est-ce que je vais comme trop est-ce que je vais dépenser? la gaspiller? Ouais, c'est ça. Parce que si tu dépenses trop, puis que tu t'étais pour gagner pareil, ben t'arrêtes aussi bien de la jouer dans la réserve pour la garder pour une bataille future, tu sais. Ouais, pis c'est ça, c'est déchirant de pas pouvoir, tu sais, de devoir vraiment impliquer une carte à un endroit puis qu'elle bougera pas de là. Tu sais, tu pourras pas la sauver si tu l'as envoyée se battre contre rien. Tu pourras pas jouer celle que tu t'es dit, je vais la mettre en réserve parce que je veux avoir son pouvoir passif, mais je pourrais pas l'envoyer ce tour-ci. Tu sais, c'est des grosses décisions, puis en plus, c'est que si t'envoies des cartes en attaque, c'est sûr et certain qu'ils vont être détruites puis qu'ils reviendront jamais dans ton deck. Parce que si tu les envoies en défense, au moins si là tu overspend ou tu dépenses trop, ben les cartes qui sont pas utilisées en défense, ils vont être défaussées au lieu d'être détruites. Fait que tu vas peut-être potentiellement les repiger plus tard dans la partie. c'est ça. Fait que quand tu t'en vas attaquer, c'est mieux d'être sûr de ton affaire. Ouais, parce que tu gagnes ou que tu perdes, tu vois la bataille ou le pat en question, ben tu vas détruire les cartes, t'sais. Puis le pat, c'est toujours les peuples libres qui sont en défense, puis toujours les méchants qui sont en attaque, évidemment. Ce qui est bien aussi que je trouve qu'on a vu, c'est que il y a certaines cartes aussi qui permettent d'avoir des interactions avec les joueurs de ton équipe. Ça, c'est principalement chez les peuples libres. Là. Il y a des cartes, en fait, des Dunedains qui peuvent aider les hobbits. Puis, Ouais, les elfes en ont ça, beaucoup aussi. Ça, je trouve ça cool parce que t'as cette espèce d'aspect de collaboration qui est entre les peuples libres, alors que les méchants, ben, eux autres, ils s'aident pas pantoute. Il y a aucune carte qui interagit entre les méchants. Ben, ouais, un petit peu. Il y a peut-être des trucs qui font piocher des cartes, là. Ouais. Mais tu sais, là, dans le cas des gentils, ouais. Alors que dans le cas des gentils, t'as vraiment une carte qui dit, ben, tu la donnes à ton ami, puis là, il va avoir ce bonus-là. Là. Tu sais, comme les cadeaux de Galadriel, là, beaucoup, ils font ça. Puis tu sais, ça, c'est très thématique parce que les peuples libres, ils s'entraidaient plus que... Tu sais, dans l'histoire, Saruman, là, oui, il attaquait les peuples libres semi pour Sauron, mais son plan, c'était de prendre la place de Sauron, là, tu sais. Ouais. Puis Sauron, il le voyait plus comme un bouclier pour essayer d'affaiblir le Gondor puis se donner une chance de détruire le Gondor en parallèle. C'est ça. Fait qu'on a cet aspect-là qui ressort dans le jeu aussi. Le jeu est vraiment thématique de par l'effet des cartes, je trouve. Tu sais, les cartes, ils ont comme différentes catégories, là. T'en as qui sont des personnages, t'en as qui sont des armées, t'en as qui sont des événements que là, tu vas les jouer une fois puis les détruire après, mais qui vont faire un effet vraiment fort. T'as des objets, mais là, les objets, tu peux seulement les équiper sur des personnages qui sont compatibles. Tu vas pas aller donner la hache de Gimli à Frodon. Puis tu vas pas donner le bâton de Gandalf à Legolas non plus, tu sais. Oui, c'est très thématique, mais en même temps, ça ajoute quand même beaucoup de restrictions. Ouais. Mais le fait que t'es souvent forcé de détruire ou de discarter des cartes, parce qu'il y a beaucoup d'effets, surtout des méchants, qui vont forcer les joueurs des peuples libres à détruire ou à cycler des cartes dans leurs mains, ben le fait qu'il y ait tellement de restrictions, ça rend ces décisions-là plus faciles puis plus faciles à avaler, je trouve. Le fait de discarter, mettons, le bâton de Gandalf quand Gandalf il a déjà été détruit, il a fait sa job, tu sais, ça me fait pas de peine, tu sais. Non, c'est vrai. Mais des fois, c'est très contraignant, là. Tu sais, comme, ça m'est arrivé des fois tu sais, là, c'est le champ de bataille, c'est celui dans lequel moi, je peux envoyer des bonhommes.
Mais là, dans ma carte, admettons, je peux envoyer juste du Rohan, puis là tu pioches. Mais là, dans ton deck, t'as le Rohan, t'as des magiciens, t'as les hobbits, puis là tu fâches une main, t'as pas de Rohan. T'étais le seul qui pouvait mettre des cartes, puis t'en as pas. T'as quelques options qui te permettent de piocher, là, tu peux comme sacrifier un point pour aller chercher des cartes. Mais encore, tu sais, faut que tu sois un peu chanceux. Des fois, j'ai trouvé que c'était restrictif, tu sais. J'aimais l'esprit quand même de vouloir respecter le livre et respecter l'histoire. Mais à un moment donné, ça compliquait la vie, tu sais. Il y a des tours où t'as l'impression de servir à rien parce que, bon, dans le pad, tu peux pas y aller parce que t'as pas en termes d'histoire, t'es pas au moment où est-ce que ces bonhommes-là interagissent. Puis, sur le champ de bataille, t'es pas là. Fait que là, tu peux te préparer au tour d'après, mais c'est ça. Tu peux toujours jouer tes cartes dans ta réserve. Ils vont être prêts oui, t'as des tours que tu vas être moins efficace, mais je pense que ça rajoute un aspect stratégie à long terme, je trouve. Tu sais, d'être capable d'évaluer le plateau en ce moment, il y a pas vraiment de plateau, là, mais la situation, de se dire, ok, bon, cette bataille-là est perdue, ça sert à rien que je mette plus de ressources dedans, ou peut-être que ça vaut la peine d'en mettre un peu juste pour mettre un peu de pression à l'adversaire pour qu'il dépense plus de cartes pour s'assurer de la gagner, mais moi, mon plan, c'est plus de préparer le prochain round, puis comme je sais que la prochaine fois que je vais avoir une bataille ou un path que je vais pouvoir aller, mais là, je vais être prêt. Tu sais, je vais pouvoir me reprendre, puis là, je vais aller chercher plus de points là que ce que j'en perds en ce moment, tu sais. Ouais, mais des fois, c'est ça. Tu sais, t'as des grosses mains de cartes, là, t'es là, t'as des grosses affaires, là, puis tu te dis, tu sais, ça va bien marcher, mais tu peux pas les jouer, tu sais. Puis là encore, t'es un peu lié au hasard, dans le fond, de c'est quoi le prochain champ de bataille qui va sortir. Des fois, tu peux en ressortir, puis des Oui, fois, c'est ça que j'allais dire. Il y a beaucoup de cartes qui te permettent d'aller chercher des champs de bataille en particulier que soit dans le deck ou qui aient déjà même été gagnés par un joueur ou l'autre. Fait que tu peux même aller voler des points à l'adversaire. Parce que quand tu gagnes un champ de bataille, dans le fond, tu vas gagner un certain nombre de points qui est imprimé dessus. Puis tu vas les mettre dans ton espèce de pile de victoire. Là. Puis là, à la fin de chaque tour, on évalue ces piles-là. Puis là, s'il y a une équipe qui est en train de gagner par 10 points ou plus, elle va gagner tout de suite. Puis sinon, on va se rendre jusqu'à la fin de la partie. Puis là, c'est l'équipe qui va avoir le plus de points qui va gagner. Ouais. Là, j'avais l'air un peu critique, mais j'ai surtout senti ça quand on a joué à 2 joueurs versus quand on a joué à 4 joueurs. Je pense vraiment que le jeu est mieux à 4 joueurs. Déjà du fait que quand tu joues à 2, tu combines toutes les factions dans un seul deck, pour les gentils, pour les méchants, versus à 2 joueurs, chacun comme son deck qui contient X et Y factions. Fait que tu sais, je pense qu'à 4, vu que les factions sont séparées, tu as plus de chances de pogner des factions qui sont utiles pour telle rencontre, parce que tu sais, t'es quasiment sûr d'avoir une carte Rohan, vu que t'as juste du Rohan puis des magiciens, genre. Versus quand t'as du Rohan, des magiciens, des nains, des elfes, du Gondor, comme un peu moins de chances de les piocher, puis il y a pas un nombre égal de chaque carte, tu sais. Comme je disais, les nains, il y a 2 cartes dans le jeu. Fait que tu sais... Ouais, mais en même temps, tu peux pas les envoyer à bien des places non plus. Non. Mais tu sais, ça fait que t'as comme juste une petite fenêtre dans laquelle Gimli peut vraiment servir. Dans la bataille, mais tu peux l'envoyer sur presque toutes les pattes. Ouais, je sais plus par cœur c'est quoi son... Il me semble qu'il commence à 3 puis qu'il se rend jusqu'à la fin. Ok. Mais tu sais, c'est ça, c'est... À 4, je trouve que ça passe mieux, parce que justement, tu sais, t'as comme, tu sais, tes cartes sont moins diluées, tu sais, tes factions, t'as moins de factions, t'as plus de chances de pogner les factions qui sont utiles. Ouais, C'est sûr que là, dans ce cas-là, tu vas plus t'échanger, là, tu sais, tu vas avoir, admettons, là, le Gondor va avoir ses gros moments pendant que toi, tu te prépares pour le prochain, puis je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Je sais pas, j'aurais besoin de plus de parties à 4 pour vraiment évaluer. Là. Surtout que c'était la première partie qu'on a jouée, il y a quelques règles on a pas faites comme il faut. Je sais pas à quel point ça a changé l'expérience. Là. J'ai joué quelques fois à 2 aussi, là, une fois avec toi, une fois avec Ariane. Puis les deux, vous m'avez dit un peu la même chose, que vous aviez l'impression des fois que vous étiez rien capable de faire, vous aviez pas les bonnes cartes, tout ça, puis
Je sais pas si moi j'ai été chanceux pis que j'ai juste jamais eu de super mauvaises mains, mais j'avais l'impression que oui, des fois il y a des tours que je faisais pas grand chose, mais je pouvais au moins tout le temps me préparer au prochain, tu sais. Ou utiliser des ressources plus limitées pour justement aller. T'as des moyens là de utiliser ton anneau pour aller piger des cartes, mais là t'es obligé d'en détruire pis tout ça. Fait que tu sais, faut que tu fasses attention à quelle carte tu détruis aussi. T'sais. C'est sûr que si tu détruis toutes tes cartes d'une faction, ben là tu vas avoir moins de chances de la pogner après, puis tu vas peut-être te plaindre que t'en pognes jamais, mais c'est toi qui a décidé de toutes les détruire, c'est peut-être pour ça, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, souvent, j'allais dire, moi, souvent, j'essayais de détruire les équipements, parce que les équipements, sont comme plus durs à jouer, parce qu'il faut que tu aies le bon bonhomme qui soit déjà joué, puis des fois, C'est vrai, mais ils sont tellement forts, là. ben, pas tout. Ils te rajoutent beaucoup d'icônes, parce que, tu sais, pour les batailles, t'as besoin des icônes sur les personnages, mais si tu rajoutes des équipements dessus, ben, tu rajoutes des icônes. J'aime la mécanique aussi qu'il y a certains personnages qui sont des leaders, fait qu'ils vont juste rajouter ces icônes-là s'ils sont backés par une armée de la même faction. Ouais, ça, c'est resté en thématique avec le jeu de bataille, là, qui avait aussi cet aspect-là que les leaders tout seuls servent à rien. Oui, c'est ça. Même si Aragorn, on s'entend qu'il sait se battre tout seul, puis qu'à lui tout seul, il en a tué des orques, mais là, ah non, Ben, Aragorn, il y a des... il en rajoute, Ouais, mais il en rajoute plus s'il y a une armée avec lui. ouais, Puis il en rajoute beaucoup, beaucoup plus s'il y a son épée puis qu'il y a son armée de morts-vivants. ouais. Mais c'est ça. Les équipements, j'ai pas tout le temps trouvé ça hyper pertinent. C'est souvent les premières que je trashais, hein. À part quand on a fait Super Saiyan Sam, qui est... Puis là, on parle pas de moi, là. Non. C'est genre... C'était Sam Gamgee avec la lumière de Galadriel. Il y avait aussi Dar avec lui, puis là, il était plus arrêtable sur le pape. Là. Je pense que j'avais une autre carte dessus. J'avais genre 3 équipements dessus. Je pense que c'est la seule fois où vraiment là, les équipements avaient fait une différence. Ouais, il y a peut-être un manteau d'elfe ou du limbe. Ah, t'as eu le ragoût. Ouais, c'est vrai, le ragoût de lapin. Le Hobbit joufflu, il était plus si stupide que ça, finalement. Mais ouais. Là, j'ai critiqué parce que c'est ton jeu, là, mais j'ai beaucoup aimé mon expérience aussi, là. Je l'avais bien, j'ai trouvé que c'était cool. J'aimais bien, quand j'ai joué le Mordor, là, j'aimais beaucoup les cartes des Nazgûl. Tu sais, il y avait vraiment des effets sales. Tu sais, chaque Nazgûl a comme son pouvoir différent. Puis souvent, tu sais, tu peux vraiment faire chier les gentils avec, parce que c'est comme, bon, soit on se rajoute des symboles, mais souvent c'était aussi, bon, ben, jette tes cartes. Jette-en. Puis Ouais, les puis méchants ont beaucoup ce truc-là, je trouvais que... les Nazgûl aussi, ils peuvent, au lieu de comme mourir dans la bataille, tu peux comme quasiment les défausser avant. Puis là, ils te rajoutent de la corruption, donc des points. Mais ça fait qu'ils vont être cyclés plutôt que de mourir. Tu sais, c'est comme si t'es tué, mais t'es-tu pas vraiment, ils vont revenir. Là, un peu comme les Nazgûl font, tu sais. Ouais, Full thématique. ouais. Là, je t'ai coupé, mais là, est-ce qu'on tombe dans le mode plus comparaison ou t'avais d'autres trucs à dire? Non, je pense qu'on peut y aller avec les comparaisons. Là. Puis tant qu'à être dans le full thématique, justement, je trouve que War of the Ring, du fait que les effets sur les cartes sont plus pointus, puis tu sais, c'est vraiment souvent c'est des petites lignes de texte, puis tu sais comme oui, il y a beaucoup de restrictions sur où est-ce que tu les joues, mais ça rend l'expérience plus thématique parce que justement ces restrictions-là sont fidèles au thème, tu sais. Ouais, ça j'ai pas le choix de te concéder ça. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup essayé de respecter la thématique. Tu sais, les Nazgûl, juste, on T'en parle des auras pas là, Nazgûl. de Jabba, Sith Lord qui utilise la force, là. Ouais. Puis, tu sais, ça va au point que les Nazgûl, tu peux les jouer n'importe quand sur le chemin de l'anneau, sauf le moment où ça correspond qu'ils se font ramasser par la rivière juste avant le conseil d'Elrond. Tu sais, ils ont vraiment essayé de respecter ça, puis il y a eu un gros effort là-dedans parce que ça devait pas être compliqué, ça devait être compliqué à mettre en place puis quand même garder un équilibre. Ouais, mais tu vois que Ian Brody puis Race Games, c'est des gros fans finis du Seigneur des Anneaux, puis comme ça paraît dans le jeu, là. Ouais. Les Euh, nains, ils ont rien fait. Comme dans les livres. Il y a juste Gimli. Il y a juste Gimli. Pourquoi? Puis,
un champ de bataille. Mais, il y a une carte qui permet un événement qui permet de jouer les Three Hunters, là, donc Legolas, Gimli, Aragorn, sur n'importe quel champ de bataille. Cette Ouais. fois-ci. Mais faut que tu l'ailles, pique ta Gimli. Ouais. Gimli, c'était pas mal celui que ça me faisait mal à chaque fois, là, mais tu sais, quand j'avais le choix quand il fallait que je discarte une carte, ben, c'était souvent Gimli parce que, ben, en plus d'un livre, là, tu sais, il est full noble, là, tu sais, c'est un prince nain, là, tu sais, c'est un héros, puis dans les films, il a été un peu tourné au ridicule, puis là, ben, il est comme mis de côté. Hashtag Justice for Gimli. Ouais. Fait que ouais, côté thématique, on doit l'avouer, War of the Ring a vraiment plus de points que Star Wars The Deck Building Game. Côté nombre de joueurs, je pense que ben tu sais Star Wars, même s'il faut que du fait qu'il faut que tu achètes 2 boîtes si tu veux jouer à 4 puis que je suis pas sûr de savoir qu'est-ce que ça va donner. Ouais non, c'est un jeu à 2. C'est ça. War of the Ring, vraiment, j'ai vraiment mieux aimé ça à 4. Je trouvais ça vraiment plus cool. Je trouvais que, tu sais, les interactions entre les decks, puis comme je disais, on dilue moins les factions, fait qu'on peut les réutiliser plus vite. Je pense qu'il est vraiment fait pour 4 joueurs. Ben, tu peux le jouer comme une partie à 4, mais à 2 joueurs. Là. Dans le fond, tu multi-end les deux joueurs de ton équipe. Là. Fait que tu prends ton tour de Dunedain Elf, puis après ça, ben là, ça passe à l'autre joueur, il fait son tour des hangars, puis peut-être qu'il faudrait l'essayer comme ça. Parce qu'au final, c'est pas si difficile de gérer 2 mains plutôt qu'une. Là. Ouais, hein. Je pense que c'est pas tout le monde que ça va intéresser, là, mais il y aurait moyen de le faire. Ouais. Mais comme je dis, je suis pas... Oui, j'ai eu beaucoup de fans à 4, mais j'ai eu beaucoup de fans à 2 aussi. Fait que le jury est encore indécis sur cette question-là pour moi. OK. Sinon, ben c'est sûr que Star Wars va se jouer plus rapidement que War of the Ring. Ouais, définitivement, là, si t'as pas beaucoup de temps, c'est mieux de faire un petit Star Wars deck building, tu sais, qui va durer peut-être une demi-heure. War of the Ring, tu sais, finalement, il est assez long. Le temps passe pas, le temps passe vite, par exemple. Tu sais, Ben, la game qu'on a joué à 2, elle a été quand même rapide, là. Ça a pas été, peut-être 1 heure et demie. Ouais. Je pense que ça vient surtout du fait que, tu sais, vu qu'on était juste 2, tu sais, puis ça va plus vite parce que t'as moins de personnes qui sont là à réfléchir, là. Mm-hmm. Mais ça peut quand même être long, ça, à plusieurs joueurs. Mais, tu sais, mettons que si t'es contraint dans le temps, tu vas vers Star Wars plutôt que War of the Ring à 2 joueurs. Mm-hmm. Sinon, qualité du matériel, puis des illustrations, tout ça, moi, je pense que je donnerais le point à War of the Ring, là, les cartes sont de quand même meilleure qualité, je trouve. Sont plus grosses, tu sais, Ben, il y en a quelques-unes qui sont plus grosses, là, mais sinon, ils sont format standard. mais en tout cas, ben, le carton est plus épais, tu sais, ils ont l'air moins, ils ont pas vendu le jeu avec des sleeves. Ouais. Comme Star Wars a fait. Ben, ils proposent, là, des acheter. T'as pas des sleeves directs avec, là. Je pense qu'ils pouvaient, genre, si tu le précommandais, peut-être. Ah, probablement, là. Tu sais, t'avais l'option d'acheter des sleeves avec, là, mais... En tout cas, bref. Je trouve mais tu sais, vu que c'est un deck building à la base, tu sais, c'est un jeu où tu vas manipuler toutes les cartes souvent, puis tu sais, ben, justement, il aurait pu au moins se forcer un peu plus à la qualité. Je sais pas. Moi, ça m'a pas frappé. Moi, au niveau esthétique, je trouve que les deux, ça va, là. J'ai pas, Ouais, ben, dans les deux cas, je pense qu'on récupère beaucoup d'illustrations qui étaient dans d'autres jeux, là. Dans War of the Ring, the card game, on récupère beaucoup d'illustrations de War of the Ring, justement. Puis l'autre, ben, tu sais, Fantasy Flight, ils en ont plein, là, des jeux de Star Wars, là, que ce soit Rebellion ou X-Wing, puis tout ça. C'est ouais, tu vois qu'il y a certaines images, tu regardes la carte puis tu te dis, ouais, je l'ai déjà vu à quelque part, ce dessin-là. Mais c'est un peu normal, là, quand t'as un nombre de cartes élevé, t'essayes un peu de te sauver des dessins, parce qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui travaillent sur ces cartes-là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, si elle fait pour un jeu, l'illustration, elle va faire pour l'autre aussi, là. Ouais. Et Luke, ça reste Luke, là. Ouais. Puis Aragorn, ça reste Aragorn. Là.
Ouais. Non, c'est ça. Moi, au niveau esthétique, les deux me vont. J'ai pas nécessairement un favori, là. J'ai trouvé, tu sais, l'esthétique War of the Ring, il fait vraiment très fantastique, là. Tu sais, c'est comme, ça fait comme peinture à la main, tu sais. Il y a comme un espèce d'effet, je trouve, fantomatique sur les dessins, que je trouve quand même intéressant. Star Wars, lui, c'est plus, c'est comme, c'est clair, tu sais, les couleurs vont être bien définies, puis je suis pas, c'est ça, les deux ont leur charme. C'est ça. Au niveau gameplay, je trouve que le War of the Ring est un peu plus stratégique parce que t'es tout le temps obligé de décider bon, cette carte-là, est-ce que je l'utilise pour payer une autre, est-ce que je la joue, est-ce que je la mets en réserve, tu sais, les effets sont plus oui, ils sont plus restreints, mais sont aussi plus c'est pas juste genre attaque de Piocher une deux carte, ou... ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est un peu plus développé, fait qu'il y a un peu plus de il y a un plus gros puzzle d'optimisation puis de comme comment le bien, je pense que t'as plus de chances de te planter pis t'as plus de chances de bien le jouer qu'avec Star Wars, là. Ouais. Ben, il est plus complexe. Aussi, le fait que, tu sais, c'est un jeu en équipe, tu sais, faut que tu gères un peu avec ton allié, tu sais, ok, est-ce qu'on s'attaque aux pattes? Est-ce que t'es capable de gérer tout seul, le champ de bataille, ou c'est mieux que, mettons, moi, je pourrais en rajouter un autre, puis peut-être qu'on aurait plus de chances de gagner ce deuxième-là. Oui, en termes de complexité, on a plus de réflexion à faire dans War of the Ring que dans Star Wars, mais je trouve que Star Wars, en ajoutant l'aspect d'attaquer le marché, il rajoute comme une autre décision de plus. C'est pas juste, Mm-hmm. tu sais, bon, je fais tous mes dégâts, tu manges ça, tu sais, dans Hero Realms, souvent, c'est un peu plus ça, tu sais, c'est juste, Ouais. c'est pas mal juste dans les cartes que tu vas, les cartes que tu vas acheter. Là, t'as une décision de plus. C'est bon, je vais-tu attaquer le vaisseau, je vais-tu attaquer la carte au milieu. T'en as un petit peu plus que, Oui, mais en même temps, ça réduit ton nombre de décisions parce que, ben, ça l'augmente parce que faut que tu décides où ce que t'envoies tes dégâts, mais d'un autre côté, ça le réduit parce que il y a moins de cartes que tu peux acheter au final. Tu sais, quand t'as un marché de cartes de 6 cartes dans Hero Realms, techniquement, tu pourrais acheter les 6. ouais, Peut-être qu'après, tu sais, t'as des décisions qui sont des non-décisions parce que t'es allé super fort dans une couleur, puis tu vas pas aller essayer de t'en rajouter de d'autres couleurs que celle-là. Mais là, mais des fois, tu peux le faire pareil parce que ça vaut vraiment la peine parce que c'est une bonne carte. Tandis que là, les cartes qui sont pas de ta faction, tu peux pas les acheter, là. Fait que ça peut arriver que le marché il se remplisse de cartes de l'Empire. Moi, je suis les rebelles. Puis il y a certaines cartes que oui, tu peux les attaquer pour les détruire, les saboter, mais il y en a d'autres que non. Fait que c'est vrai. là, t'es pogné qu'un marché, tu peux rien faire avec. Ça arrive pas si souvent, là, mais comme... Mais c'est vrai qu'on a eu une fois où est-ce que c'était pas mal juste des cartes de l'Empire qui étaient au milieu. C'est ça. Tu peux toujours acheter là, comme le pilote qui te donne 2 piastres, mais tu sais, il est pas... Ouais, c'est une genre de carte que t'achètes au début puis que t'essaies de te débarrasser après, là. Comme dans Hero Realms, comme dans Star Realms, là. C'est des cartes que tu peux acheter puis que quand tu la joues, t'as le choix de la détruire pour faire un effet de plus puis ou tu la gardes pour avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat parce qu'au début, t'es vraiment plus en construction qu'en attaque, là. Ouais, c'est un peu la carte de la pitié, là. Tu sais, bon, si t'as rien devant toi qui t'intéresse, ben, t'as ça. Mais, tu sais, c'est ça. De pouvoir péter les cartes des autres puis quand même avoir des bénéfices, c'est quand même intéressant parce que tu vas pas juste Ouais. empêcher ton opposant d'avoir Darth Vader, tu sais, tu vas gagner de la force puis des ressources puis là, tu peux comme prolonger ton tour puis faire plus de trucs. C'est ça, dans le fond, tu convertis ton attaque en argent, en pouvoir d'achat. Ouais. Pas mal. Des fois, c'est pas du pouvoir d'achat, c'est C'est de la force, hein, de la force, mais mais souvent ça c'est de revient l'argent. à convertir ton attaque en une autre ressource, tu sais. Ouais. Des fois, ça va être piocher une carte aussi. Hmm. T'as une coupe d'effets, mais c'est souvent de l'argent. Mais tu sais, il y a quand même tu sais, des décisions d'achat intéressantes parce que t'as certaines cartes qui ont plus de synergie entre elles. Tu sais, t'as des officiers de l'Empire, par exemple, qui vont rendre tes troopers plus forts. Fait que là, t'essaies d'aller acheter plus des cartes de troopers. Puis t'en as qui c'est plus pour les vaisseaux. Fait que tu sais, c'est pas juste genre j'achète la meilleure carte, celle qui fait le plus qui vaut le plus cher, tu sais. Ouais. Ouais, non, c'est ça, parce que t'as des cartes quand même
accessibles, c'est abordable, j'allais dire, qui peuvent devenir vraiment bonnes. Là. Moi, j'aime beaucoup le B-Wing chez les rebelles. Là. Je pense que elle est quand même dans celle qui coûte un peu cher, là. Elle coûte 5. Puis à la base, je pense qu'elle a 5 d'attaque ou si la force était avec toi, elle a comme plus. En fait, c'est que si tu forces ton opposant à discarter une carte où tu gagnes plus 2. Mm-hmm. Carte assez cool à avoir. Ah non, c'est ça, tu sais. Fait que, oui, c'est pas un no-brainer, j'achète tout le temps la carte la plus forte, là. Ben, peut-être que ça va marcher, mais la plupart du temps, je pense que c'est peut-être pas la meilleure stratégie, là. Ouais. Mais j'aime quand même plus une espèce de planification à long terme que tu peux faire avec War of the Ring, là. Tu sais, oui, à chaque tour, tu repiches la même carte, mais t'es pas obligé de les jouer tout de suite. Le fait que tu peux les mettre en réserve, tu sais, ça te rajoute un aspect de planification moyen long terme que tu peux plus ou moins avoir dans un deck building classique, tu sais. Ouais, parce que tu vas tout le temps te prendre toute ta main puis la montrer. C'est ça. Puis espérer pogner tes cartes synergétiques ensemble dans le même tour, tu sais. Ouais. Puis l'aspect des cartes en réserve aussi, ça a un facteur d'intimidation, tu sais. Si tu vois que l'autre équipe, là, pour tel champ de bataille, tu sais, il y a comme 4 Nazgûl de prêt à y aller, tu sais, Ouais, t'es plus réticent à envoyer ton gardage, là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, des fois, t'as besoin que ces Nazgûl-là, ils s'en aillent, là. Fait que des fois, tu vas aller jouer des cartes juste parce que tu veux plus y voir là, parce qu'ils font que l'autre, il pioche trop de cartes ou que plus tard, tu vas être mal pris. Ouais, c'est cool, là, c'est vraiment, tu te sacrifies ces champs de bataille pour donner une chance à Frodon sur le pad, t'sais. Ouais. Good. Moi, je pense que ça fait le tour. Ouais, moi, je pense que c'est bon aussi. Donc voilà qui conclut notre épique trilogie de duels entre Seigneur des Anneaux et la Guerre des Étoiles. C'est à vous de parler maintenant lequel est votre jeu de cartes de ces franchises-là préférés, parce qu'il en existe. Il y a d'autres jeux de cartes de Star Wars, il y a d'autres jeux de cartes de Seigneur des Anneaux aussi, donc vous pourrez nous dire dans vos commentaires si vous en avez un qui est meilleur que les nôtres, et sinon vous pouvez toujours voter #Team Sam avec War of the Ring the Card Game. Ou #Team Vince avec Star Wars The Deck Building Game. Et ça, vous pouvez le faire sur notre Discord, sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Vous pouvez nous envoyer un courriel, boardgameduel@gmail.com. Vous pouvez nous arrêter dans la rue puis nous dire votre vote. Ça va nous faire plaisir de jaser à quelque occasion que ce soit du podcast, pour vrai. Moi, j'attends encore de me faire reconnaître à l'épicerie. Tu sais, dans le podcast, souvent, ils nous voient pas. Fait que, tu sais, ça fait qu'on a un peu moins de visibilité. Tu sais, il faudrait peut-être parler. Peut-être que tu pourrais reconnaître ta voix. Peut-être. Mais c'est ça. Blague à part, on est toujours content de jaser avec vous, de lire vos commentaires sur l'émission. C'est pour vous qu'on fait ça. Ouais. Et pour nous aussi, on aime bien ça, jouer à des jeux. Oui, aussi. C'est comme une excuse. Ouais, c'est ça. Cool, Pis sinon, dans un futur proche, gardez l'œil ouvert, on va peut-être avoir besoin de vous pour lancement pas mi-pas. Vous vous rappelez peut-être l'an passé, on avait fait notre top 35, donc on avait classé tous les jeux qu'on avait mis en duel jusqu'à cet épisode-là, donc c'est dans nos plans de répéter l'expérience avec les nouveaux jeux qu'on a ajoutés depuis. Donc, si vous l'avez pas déjà fait, je vous encourage fortement à aller écouter cet épisode-là. Donc, ça va vous donner une super bonne idée de notre avis sur tous ces jeux-là. Puis, on parle de beaucoup de jeux brièvement. Puis, on va vraiment... si vous voulez saisir c'est quoi nos goûts en termes de jeux, je pense que c'est un bon épisode pour commencer. Puis, ça va vous préparer justement au prochain épisode, parce que là, on va... mettre les jeux qui ont fini haut dans ce classement-là la dernière fois. On va rajouter tous les jeux qu'on a mis en duel depuis. Il nous reste à finaliser nos quelques prochains duels là, pour s'assurer d'avoir la bonne liste. Puis après ça, on va vous demander vous aussi de classer ça. Puis c'est ce qui va nous servir de bris d'égalité dans le classement quand on sera pas d'accord sur quel jeu est meilleur que l'autre. Exact. Fait qu'on va avoir besoin de vous autres. Puis on vous remercie d'avance pour votre collaboration puis d'avoir été à l'écoute.
Et on va aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Donc, j'étais Vince. Et je suis toujours Sam. Et on vous dit à plus. Prochaine. Bye. Salut Martin, puis merci encore pour cette partie de Distilled. J'ai-tu dit... T'as dit le designer puis le Ok. publisher. Le café a pas fini de kick in. Ça. Ouais, il est un peu tôt par rapport à d'habitude. Donc, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont être des distillateurs. Distilleurs? Distilleurs. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont avoir leur distillerie. C'est plus simple, ouais. Bon choix. Puis après ça, on a notre phase de brassage et de Distillation. Distillation, oui, merci. J'allais dire distillage, ça n'a pas rapport. Non.